parler de l'Afrique aujourd'hui, ce n'est pas évoquer un sujet lointain, mais réfléchir ensemble à notre sécurité commune, à la paix, au développement et au destin partagé entre l'Europe et l'Afrique. Et nous n'oublions pas non plus que Mulhouse est jumelée avec la ville malienne de Sofara-Fakala. Et je crois que c'est aussi important de penser les choses au-delà de grands débats géopolitiques, de penser aussi des personnes très concrètes qu'on a pu côtoyer ici à Mulhouse. C'est dans cet esprit d'écoute, de lucidité, d'espérance dont nous allons entendre Jean-Marie Bockel, dont l'expérience politique et la connaissance des enjeux africains apporteront un éclairage précieux. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente conférence et je cède la parole donc à Yolande Baldeweg. Qui a retrouvé son papier comme journaliste de la presse écrite. Je voulais commencer par dire qu'il n'est pas évident de présenter quelqu'un que tout le monde connaît ou que tout le monde croit connaître, mais qui a dominé la vie mulhousienne et qui a marqué la vie alsacienne et même française de 1981 à 2020. Je vous laisse méditer sur la longueur de la carrière politique de M. Bockel. Quand vous avez démarré en politique, cher Jean-Marie, on vous présentait comme le neveu de l'archiprêtre Pierre Bockel, ancien résistant, archiprêtre de la cathédrale. Puis-je dire aujourd'hui que vous êtes au moins aussi connu, sinon plus que lui. Vous avez été maire de Mulhouse, conseiller général et régional, président de la M2A, député, sénateur, ministre à une époque où l'on pouvait cumuler les mandats. Je n'ai rien oublié là. Vous avez été très jeune secrétaire d'État dans le gouvernement Fabius, puis 20 ans plus tard dans celui de François Fillon. De Mitterrand à Sarkozy, je pense que tout n'a pas été raconté. Mais vous étiez proche de Jean-Pierre Chevènement à vos débuts, puis vous avez défendu des années durant la ligne social-libérale au sein du PS, sans grand succès. Vous avez fini par fonder la gauche moderne au sein de la majorité présidentielle, saisissant l'opportunité de la politique d'ouverture mise en place par Nicolas Sarkozy. Mais parlons de votre histoire avec l'Afrique. Vous vous passionnez depuis longtemps pour l'Afrique de l'Ouest, et je puis en témoigner parce que j'ai assisté, j'étais témoin de votre soutien à Maurice Freund, le fondateur du Point Mulhouse, quand il a lancé ses vols sur Ouagadougou, puis sur le Mali. Pendant que vous étiez maire de Mulhouse, ça a été dit, vous avez lancé la coopération avec Sofara, à côté de Mopti au Mali. Vous avez reçu aussi, je m'en souviens, le gouverneur de Kidal, venu avec sa tenue d'homme bleu du désert. Parfois, cela vous a joué des tours. Lorsque vous étiez secrétaire d'État à la coopération, vous avez demandé à Sarkozy de mettre fin à la France-Afrique. Ces relations troubles avec certains, comment vous dites, autocrates locaux. Omar Bongo n'a pas apprécié et a demandé votre peau. En 2022, alors que vous n'aviez plus de mandat, le président Macron vous nomme à la tête d'une commission pour la reconnaissance des harkis, ces soldats et leurs familles que la République française a oubliés. 2 ans plus tard, Emmanuel Macron vous charge d'un rapport sur la reconfiguration des forces françaises en Afrique. Enfin, vous présidez de manière bénévole l'association Solidarité Défense, qui vient en aide aux militaires engagés sur les théâtres d'opération, aux blessés et aux familles des soldats morts au combat. Vous et Marie-Odile, que je salue amicalement, vous savez de quoi vous parlez. Votre fils Pierre-Emmanuel, votre 5e enfant, qui était pilote d'hélicoptère au Mali, est mort le 25 novembre 2019. Je pense que personne dans cette salle ne l'a oublié. Mon fils était un soldat de la paix, avez-vous dit récemment, lorsqu'un journaliste vous a interrogé après que 2 soldats français ont été tués au Liban. Lorsque nous avons évoqué cette soirée, je vous avais fait observer que dans l'actualité, l'Afrique est passée au second plan, derrière l'Iran et le Liban.
à tort, puisque durant ce week-end, des djihadistes liés à Al-Qaïda ont attaqué le siège du président malien à Bamako et les rebelles Touaregs ont pris le contrôle de Kidal, sans que les troupes russes qui ont remplacé les forces françaises n'interviennent. Mais revenons à vous. Vous allez quand même nous dire d'où vous vient cette passion pour l'Afrique, et plus largement, en quoi sommes-nous concernés en France et en Europe par l'avenir de l'Afrique. Dans un rapport sénatorial, vous aviez affirmé en 2013 « L'Afrique est notre avenir ». Le pensez-vous toujours? Vous avez une petite heure, là, pour nous expliquer tout ça, et puis nous passerons ensuite aux questions-réponses. Merci, chère Yolande, avec également un clin d'œil pour le regretté Ernest, qui était avec nous sous la tente Touareg du gouverneur de Kidal, un fameux matin qu'on n'a pas oublié. Merci Yolande, merci Hervé de cette présentation et de cette invitation. J'y associe Jean-Marie Wilhelm également et toutes les équipes qui organise ces réunions, ces conférences. La dernière fois, j'étais parmi les auditeurs et c'était fort intéressant. Ça a mis la barre. Ah oui, c'est mieux. Ça a mis la barre très haut. C'est vrai que la question de pourquoi tout cela est une interpellation forte. Je ne reviens pas sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur des conflits qui, à un moment ou un autre, sont passés au premier plan. Ça pose quand même une question. C'est que dans ces moments-là, Ukraine, Moyen-Orient, il y a toujours des conflits terribles en Afrique qui ne s'arrêtent pas, avec des morts par dizaines de milliers. Je pense évidemment au Soudan, hein, par exemple, mais il y a eu il n'y a pas longtemps le Tigré, il y a toujours des crises en Afrique, et là à nouveau en Afrique francophone. Pour être plus positif, au début de mon propos, je prendrai comme accroche le récent et réussi périple du pape, qui, après l'Algérie, s'est rendu dans plusieurs pays d'Afrique, et ça a été l'occasion, je crois, d'une parole forte, à la fois lucide, réaliste et avec beaucoup d'espérance. En tout cas, moi, ça m'a frappé. Et c'est vrai que un certain nombre de propos de Léon XIV m'ont ramené au travail que je suis en train de faire, plus modestement, avec un ami africain du Congo RDC. Nous sommes en train de préparer un livre d'entretien croisé sur notre regard justement sur le devenir de l'Afrique, de la relation à l'Afrique, qui devrait sortir à l'automne, et où on évoquait un certain nombre de questions, bien sûr, sur nos responsabilités ancestrales, hein, mais aussi sur les responsabilités dont on a parfois un peu de mal à parler, même quand c'est des autocrates, d'un certain nombre de responsables, de dirigeants africains qui, 70 ans après les indépendances, comme ont su le faire d'ailleurs depuis longtemps certains pays africains, tardent à prendre leurs responsabilités. Et c'est pour ça que je citais le pape sur des questions de gouvernance, de corruption. Et moi, j'ai beaucoup d'amis africains. Quand on en parle, c'est pas qu'il y a une négation de cette réalité, mais parfois, certains, sans le dire, laissent entendre que c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça, et puis c'est pas ça le sujet. Quand le pape, au milieu de paroles fortes, rappelle que non, ça n'est pas le seul sujet, mais c'est aussi un peu le sujet,
hein, et que si on veut avancer, il faut que chacun fasse un certain nombre d'efforts d'évolution. C'est bien de l'entendre. Ce qu'il a dit d'ailleurs, et j'ai ramené l'exemplaire de la Croix qui le relate sur la question migratoire, sur laquelle je reviendrai, qui est aussi une question importante, qui est aussi un lien fort avec ce qu'il a de positif et aussi ce qu'il peut avoir évidemment de problématique avec l'Afrique. Quand il en parle, évidemment, il le dit dans un contexte où il commence par dire que fait l'Occident pour aider le Sud global, où ces pays où les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas d'avenir et vivent dans ce rêve, tous veulent aller au Nord, mais souvent le Nord n'a rien à leur proposer, etc. Personnellement, je pense qu'un État a le droit de mettre des règles pour ses frontières. Je ne dis pas que tous doivent rentrer dans tous les cas, en créant parfois des situations plus injustes dans les lieux où ils arrivent que ceux qu'ils ont laissés derrière eux. Et il ajoute évidemment aussitôt que nous avons une responsabilité historique de nous engager également, nous les partenaires, nous les pays dits développés, aux côtés de ces pays, aux côtés des projets de développement, avec évidemment pour promouvoir, je ne vais pas citer le pape pendant toute la conférence, plus de justice, plus d'égalité, etc. Mais je trouvais que c'était un discours intéressant parce que c'est des choses, hein, notamment la nécessité que chacun, et notamment les élites, qui sont importantes en Afrique, talentueuses, se sentent aussi concernées par ces réalités. En fait, dans ce propos, puisque au fond j'ai été invité du fait de cette mission d'envoyé personnel sur, non pas l'Afrique, mais la reconfiguration des bases militaires françaises permanentes en Afrique, j'y reviendrai. L'invitation est partie de là, je me suis dit, je vais partir de là dans mon propos, pour évidemment l'élargir. Quand on évoque les questions de sécurité, de guerre et de paix, forcément, et comme d'ailleurs le disait ma lettre de mission, on a une vision, on doit avoir une vision à 360 degrés. D'ailleurs, juste au passage, vous évoquiez des engagements bénévoles. Les deux missions, Harki et Afrique, étaient évidemment aussi des engagements bénévoles, mais comme dirait l'autre, j'aurais beaucoup donné pour pouvoir les mener, tant je me suis impliqué sur ces sujets. Donc, cette question sécuritaire est évidemment totalement imbriquée, comme je le disais à l'instant, dans les enjeux culturels, économiques et de développement, et dans l'esprit d'ailleurs du rapport parlementaire «L'Afrique est notre avenir». Je l'ai d'ailleurs rapporté ici, 500 pages, il est un peu lourd. Voilà. Donc, partons de la mission. J'avais commencé un peu mon propos préparatoire avec cette question, et croyez bien qu'elle n'a rien de prétentieux, mais bon, elle est légitime, vous l'avez vous-même posée, Yolande. Pourquoi moi, finalement, tant d'autres auraient eu des compétences bien plus grandes que les miennes. C'est vrai que ma relation à l'Afrique est ancienne. Pour la petite histoire, puisque nous sommes ici dans notre belle Alsace, j'y suis allé pour la première fois en 1976 avec mon ami thannois Jean-Pierre Bumler, le regretté maire de Thann, et qui avait un oncle prêtre, fidei donum et missionnaire à Tingrella, dans le nord de la Côte d'Ivoire, à quelques kilomètres de la frontière malienne. Voilà. Donc c'était le point de départ. Et ensuite, on a fait un périple à l'époque, d'abord en train, jusqu'à Bobo-Dioulassou, où on a été reçu dans une jésuitière. Il y avait des jésuites qui avaient mis sur pied un processus de formation d'agriculteurs illettrés, à travers des dessins, des images, considérant que apprendre à lire et à écrire, c'était très important, mais ce qui était premier, c'était d'améliorer le rendement des terres, etc. Donc ça nous a tout de suite mis dans le bain. Après le train autour de Korogo, je ne me souviens plus du nom de la gare, ça a été en 4L, de mission en mission. Donc ça, c'était un premier contact. Et je me rappelle, j'avais fait le premier voyage du point 2 ans avant ou 3 ans avant
en Amérique du Sud, grâce à l'initiative de Maurice Freund, qui, grâce à ses premiers charters, met tous ces grands voyages à la portée des jeunes que nous étions. Mais l'Afrique, où tout est éteint le soir, où la nuit est vraiment une nuit noire, je me souviens d'impressions presque angoissantes au début. Avant d'avoir ce lien presque amoureux et charnel pour ce continent, on passe aussi par des moments d'angoisse, voilà. Et ensuite, jeune député, j'ai été un peu par hasard, parce qu'il restait que ça. On m'a proposé France-Mozambique dans les groupes d'amitié, et juste après, il y a une terrible famine sous fond de guerre civile au Mozambique. Je m'y rends, envoyé là-bas par une association marxiste, léniniste, amie des Mozambicains. Et c'était une expérience extraordinaire où je suis revenu témoigner un peu de ce qui se passait là-bas. Et c'est un souvenir qui m'avait marqué là aussi, car j'ai découvert là une Afrique, évidemment, en période de crise, de guerre civile, etc. Et puis, un temps très fort a été pour moi, et pas seulement pour moi d'ailleurs, le partenariat de Mulhouse avec Sofara. En fait, il y avait au départ, avant, comme dans d'autres endroits d'Alsace et d'ailleurs, à l'initiative d'une association d'ouvriers de Peugeot, Mulhouse, originaire de cette commune rurale du Fakala, près de Mopti, dans le centre Mali. Et il y avait donc des bénévoles, dont certains devinrent mes adjoints. Je pense notamment au professeur Brunner, ou ceux qui l'ont connu, qui organisaient des convois de camions qui traversaient le Sahara. On pouvait le faire à l'époque, c'était avant les événements algériens, avec des vivres, des médicaments, etc. Et donc, quand je les ai rencontrés, on s'est dit, et puis, je ne sais pas, avec aussi quelques représentants d'ONG, etc., on pourrait faire peut-être mieux. C'est très bien, évidemment, ce que vous faites. Et on est parti, donc, sur cette idée de partenariat autour d'un projet agricole, de remise en eau de casiers rizicoles qui ne donnaient plus, parce que les crues étaient moindres, parce que les canaux étaient ensablés, etc. Et c'était un projet au long cours que je ne vais pas vous raconter, parce que ce n'est pas l'objet de mon propos et que je pourrais le faire pendant 1 heure. Mais si je le dis, et si je m'y suis arrêté un instant, c'est parce que avant d'aborder des grandes questions géopolitiques, je vais le faire. Il y a ça. Et ces gens-là, que ce soit l'ancien maire retraité et d'autres responsables du village, je suis resté en contact avec eux. Quand il y a eu les événements avant même et après l'intervention française, les raids djihadistes, etc., ce gros village, ce gros bourg, a disposé d'une gendarmerie à demeure parce que le casier rizicole avait créé à la fois de l'activité, c'était porté par la communauté, par les femmes essentiellement, mais aussi des flux d'argent, et donc une certaine richesse. Et du coup, d'une certaine manière, ça contribuait aussi à leur sécurité, du moins c'est ce qu'ils me disaient. Et puis bon, il y a eu effectivement cette période assez courte au demeurant, mais dense au ministère de la coopération, avec mes paroles un peu fortes, mais parce que je voyais bien qu'au début de cette période, de ce quinquennat, moi j'avais en fait ce poste de la coopération, quand j'ai accepté l'ouverture, on ne va pas revenir là-dessus, c'est une autre histoire, mais en fait j'ai eu le choix. On m'a demandé qu'est-ce que tu souhaites faire. J'ai dit, vous avez pensé à quelque chose? Ben oui, la fonction publique. J'ai dit non. Non. Pour un socialiste qui rejoint, ça ne va pas être possible. Mais est-ce que, je suppose que vous avez déjà quelqu'un pour la coopération, disant tous les réseaux. Non. Pourquoi pas? Et ben voilà. Et c'est comme ça que j'ai eu ce poste-là, et intéressant, important, mais très vite, au fil des semaines et des mois. Alors que, j'allais dire pourquoi je l'ai demandé, non seulement parce que, évidemment, ça m'intéressait, ça vous l'avez compris, mais parce que j'avais écouté le discours du candidat, quand le président, donc Sarkozy, était candidat à Cotonou, qui m'avait franchement plu, quoi. Enfin, je m'y étais retrouvé. Un discours progressiste, ouvert. Je peux vous y renvoyer, vous le trouverez sur le net.
Et très vite, au fil des semaines et des mois, j'ai compris que les choses ne se passeraient pas comme ça. Et que les vieux réseaux, y compris les plus en désaccord avec ce que je pouvais penser, étaient là, entravés, enfin bon. Et bon, je pense d'ailleurs que, je ne sais pas si ça a servi à quelque chose, encore une fois, c'est pas sûr, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu d'autres coups de gueule, il y a eu d'autres, comment dirais-je, prises de conscience que c'était plus possible. Je pense qu'aujourd'hui, on est quoi, 17 ou 18 heures après, les choses ont quand même changé de ce point de vue-là. Bon, après, le rapport du Sénat et différentes occasions de contact, je n'y reviens pas, et j'en arrive au pourquoi de la mission. Je ne reviens pas sur ce que disait Yolande sur ce qu'on a donc vécu en 2019, mais pour cette raison, en 2020, au moment du sommet du G5 Sahel à Pau, janvier 2020, le président m'emmène dans la délégation. Donc, ça commence au 5e régiment d'hélicoptères de combat par une prise d'armes, etc. Bon, j'ai retrouvé d'ailleurs ma belle-fille, et il y avait tous les chefs d'État africains qui étaient là. Je vous raconterai peut-être tout à l'heure une anecdote amusante à ce sujet concernant le chef d'État malien, mais si je le fais maintenant, je vais... Bon, allez, je le fais maintenant. Donc on est là dans un contexte quand même assez grave, quoi, et en même temps, pour moi, intéressant cette affaire de G5 Sahel. Je vais bien sûr y revenir parce que c'est quand même le point de départ de ce qui a généré ma mission. Je trouvais que c'était intéressant comme démarche. Et donc là, on est, pendant que le président de la République terminait sa revue des troupes dans une espèce de salon avec les chefs d'État, très bien, je les connaissais à peu près tous, et il y en a un, donc, Ibeka, qui était président du Mali. Monsieur le Président, mais Jean-Marie, on se connaît. Ah oui, monsieur. Mais oui, Jean-Marie, au Congrès socialiste de Brest en 1997, tu te rappelles? C'est moi qui ai représenté comme Premier ministre du Mali l'Internationale socialiste. Hollande t'a demandé de venir me chercher à l'aéroport. Tu avais ta voiture et ton chauffeur. Oui, en effet, le lendemain, il y avait l'ordination archiépiscopale de Monseigneur Brand et il fallait que je retourne sur Strasbourg, au Dardar. Et donc, je m'étais un peu organisé sur le plan logistique pour que ce soit possible. Et effectivement, c'est vrai, du coup, je me suis souvenu, on a bu un verre à son hôtel, on a sympathisé. Bon, ça, c'était l'anecdote. Je redeviens sérieux. Donc, après ce G5, sur lequel je reviendrai dans un instant, il y a eu, donc nous sommes en 2020, il y a eu plusieurs séquences. D'abord, je suis allé plusieurs fois à Bamako. Il y avait un forum de Bamako chaque année. C'était aussi l'occasion de... Je rencontrais les militaires, je rencontrais les responsables, y compris du développement, etc. Enfin, j'avais... Et je suis retourné d'ailleurs après le premier coup d'État, après que Ibeka a été renversé par un général en retraite, Bandao, qui est resté 7 mois au pouvoir et qui a essayé de bien faire, qui ensuite a été renversé par la junte actuelle, celle qui est en difficulté. Et c'est une époque où on était en train d'être chassé, et le Mali, puis le Niger, le Burkina, et où à la présidence, on m'avait demandé si j'étais d'accord de m'exprimer au moment où serait rendue publique la position française, c'est-à-dire la décision de partir, ce que j'ai accepté. Du coup, je l'ai refait d'ailleurs sur l'affaire du Niger sans qu'on me l'ait demandé. Du coup, ça m'a mis en contact avec quelqu'un que j'estime beaucoup et qu'on avait connu avec Marie-Odile à l'époque du drame. Il était chef d'état-major de l'armée de terre à l'époque. Il était, au moment où je l'ai retrouvé chef d'état-major des armées, je veux parler de Thierry Burkhardt, et qui avait une vraie vision de ce que devait être l'armée française et la France dans ces pays africains. Vision, je pense, qu'il a partagée avec le président de la République et qui a demandé à me voir pour vérifier qu'on était en phase. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à pousser à cette mission auprès du président, obtenu l'accord du ministre de la Défense, qui était le Cornu.
Moi-même, j'ai eu l'occasion d'en parler avec le président lors d'un voyage à Berne. Bref, après un peu de procrastination, comme d'habitude, j'ai eu cette mission. Et à partir de là, je veux évoquer les enseignements qu'on a tirés de notre départ du Sahel pour la suite. Et également la manière dont les choses se sont mises en œuvre concrètement. On avait compris à cette occasion, ce qui existe de toute éternité, qu'une intervention militaire étrangère est d'abord perçue, surtout quand elle se fait pour une bonne cause, à la demande du pays, en respectant certaines règles, en trouvant des alliés, des partenaires africains, européens, etc., comme une libération. Et peu à peu, ce sentiment des populations, surtout quand leur quotidien, évidemment, continue à être difficile et même s'aggrave du fait de cette guerre, de ces attaques, etc., est perçu comme une armée d'occupation. Et c'est un principe presque intangible. Hein. Et on peut dire, mais comme je dis souvent, on n'a pas la machine à remonter le temps. Si on savait à l'époque ce qu'on a vécu après, peut-être qu'il eût fallu à un moment donné... mais bon. Donc, raison de plus, comme disent les militaires, pour faire le retour d'expérience d'une situation donnée, notre départ forcé et à certains égards même humiliant de ces 3 pays du Sahel, pour voir la réalité de notre situation dans d'autres pays africains où nous avions encore, en 2024, des bases militaires permanentes depuis la période postcoloniale, que sont donc, pour mémoire, hein, je le rappelle, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Tchad et le Gabon. Djibouti étant un sujet un peu à part, tourné plutôt vers le Golfe. Bon. Et à partir de là, autre enseignement, le G5 Sahel dont je vous parlais à l'instant, qui est donc une volonté au moment de l'intervention militaire face aux attaques et aux menaces existentielles, hein, risque de califat, etc., devait, outre le Mali, associer les 3 pays du Sahel que j'ai déjà cités, plus les voisins que sont le Tchad et la Mauritanie. Et l'idée, c'était, à côté de la dimension sécuritaire, militaire, d'avancer de concert sur le triptyque paix, sécurité, paix, retour de l'État et de la gouvernance, d'une gouvernance, développement. Pour la petite histoire sur la question sécurité, et je le dis parce que c'est un sujet qui va revenir sur les pays concernés par ma mission, certains pays dont le Mali, qui avaient tout de même eu, à une certaine époque, sous les présidents élus démocratiquement à 2 reprises, Alpha Konaré, puis le premier mandat de ATT, Amadou Touré, enfin bon, ATT, était à la fois démocratique, puisque le général ATT, après un coup d'État, avait dit qu'après l'organisation d'élections démocratiques, il retournerait dans sa caserne et ne se présenterait pas aux élections. Nous sommes dans les années 91-92. C'est ce qu'il a fait. Il s'est présenté démocratiquement 10 ans plus tard, après les 2 mandats d'Alpha Konaré. Et c'était un pays à l'époque, c'est là qu'on y allait souvent, où on avait le sentiment, vraiment, que malgré la pauvreté, malgré la coupure du pays en 2, avec les problématiques Touareg, etc., malgré... Il y avait de l'espoir. Il y avait assez peu de corruption, il y avait un État. Je dis ça parce que une situation peut se dégrader très vite, mais l'histoire n'est pas terminée. C'est pas intrinsèque à cette pauvre Afrique et à ces pauvres pays, hein, de ne jamais s'en sortir. Bon. Donc, par contre, cet abandon de la dimension sécuritaire, pour de mauvaises raisons, j'imagine, peur d'un coup d'État, peur paramilitaire de coup d'État militaire, hein, quelque chose comme ça, hein, avait quand même évidemment fragilisé le pays, et donc il fallait
aider à reconstruire quelque chose, à retrouver une capacité souveraine de se défendre, dans le cadre évidemment de partenariats avec des pays de la région, un soutien international, et en même temps, on est toujours sur le triptyque, il fallait que l'État se reconstruise. Certains experts disaient, alors ça ne veut rien dire ce que je vais dire, mais c'est une image, au Mali, au moment de l'intervention, il restait 9% d'État. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y avait peut-être encore des préfectures à l'abri de leur fortin, mais tout ce qui était les services, l'école, la santé, etc., tout ça, bon, c'était assez dramatique. Et là, il y avait donc un travail de soutien à la reconstruction. Hein, d'ailleurs, pour la petite histoire, le président de la transition dont je vous parlais tout à l'heure, dans la période avant le deuxième coup d'État et l'arrivée de l'équipe actuelle au pouvoir, m'avait sollicité en lien avec le député Boudou Fuchs, qui était à l'époque déjà très présent sur le continent, pour une mission de soutien à la reconstruction de l'État. Alors, on était en train de travailler à ça, mais bon, il a été renversé, et donc ça n'a pas eu de suite. Donc, et puis derrière, évidemment, toujours dans le G5 Sahel, le développement. Donc la reprise de tous les projets de développement avec les agences, comme pour la France, l'Agence française de développement, avec ses qualités et ses défauts, mais quand même un outil français fort, avec les ONG, avec les moyens de l'aide publique au développement, les objectifs du millénaire, etc. Il y a quand même des moyens. Et je dis souvent d'ailleurs, puisqu'il y avait le soutien de l'Europe, que ce qu'il y a dans cette affaire du G5 Sahel le moins manqué, c'est l'argent. Car l'argent européen était là, et ce qui a manqué, c'est des projets finançables. Donc là aussi, il y a eu évidemment le souhait de mettre de faire se rencontrer des moyens et des projets. Bon, malgré tout, ça n'a pas suffi, et malgré un réveil d'un certain nombre de pays, notamment au Mali, où le président Ibeka s'est beaucoup mobilisé après ce sommet de Pau, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, il y a eu toujours dans le retour d'expérience qui explique pourquoi ma mission faisait sens, et ça je ne vais pas le développer parce que ça nous mènerait trop loin, mais autant le Burkina Faso était déjà avec une gouvernance un peu faible, même si on sommes ici quelques-uns à bien connaître ce pays, c'est un pays formidable, quoi. Enfin, pour moi c'est un des pays les plus attachants de la région, quoi. Hein, où j'ai vécu Mais bon, il n'allait déjà pas très bien. La gouvernance était quand même faible et perçue comme telle. Mais le Niger, pays pauvre s'il en est, mais riche de potentialités. Le Niger était présidé après Issoufou, et dans la suite d'Issoufou, un peu en successeur élu, le président Mohamed Bazoum, qui est le genre de dirigeant dont on rêve pour un pays africain, par exemple, enfin en l'occurrence africain, mais dont on rêve tout court, comme exemple du bon dirigeant avec une belle vision et portant un beau projet. Moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises depuis ce G5 de Pau. Je l'ai notamment rencontré à Paris quelques mois avant qu'il soit renversé, où il avait, à l'occasion d'une visite officielle, organisé un appel de fonds pour ses projets d'infrastructure. Il avait quand même levé 31 milliards d'euros à cette occasion. Il avait rencontré la terre entière, le patronat, les ONG, le monde politique, etc. Et c'est quelqu'un qui avait vraiment une vision, du courage. Son pays était parti sur une pente de croissance, et pas seulement à cause des hydrocarbures. Et il était aussi déterminé à lutter contre la corruption et tout ce qui pouvait miner le pays. Il l'a payé cher, parce qu'il a dérangé un certain nombre d'intérêts, y compris de gens peut-être proches, peut-être même qui avaient contribué à le mettre au pouvoir. Et donc c'est une affaire qui montre que... voilà. Il a été tué. Il a été tué. Non, il est toujours enfermé dans une petite chambrette avec sa femme, une petite au sein de la caserne, et avec un régime assez strict, quoi. Voilà. Donc là, avec nos 4 pays
que je rappelais tout à l'heure, hein, je reviens maintenant, après, je voulais rappeler ce retour d'expérience aux 4 pays qui ont des bases, donc Côte d'Ivoire, Sénégal, Tchad et Gabon. Début 2024, il faut se souvenir, et après même les événements du Sahel, ils ne souhaitaient pas la fermeture des bases. Ils ne souhaitaient pas la fermeture des bases militaires françaises, avec quand même quelques milliers de soldats, enfin peu ou prou selon les pays, quoi. Plus évidemment en Côte d'Ivoire qu'au Gabon, mais peu importe. Une fois que vous avez une caserne, le drapeau français, les uniformes, dans l'esprit de la population, ben voilà, les militaires français sont là, sont chez eux. Et d'où, malgré cette position claire des chefs d'État de l'époque, un climat de plus en plus pesant de rejet de la France, bouc émissaire très visible, anciens colons sur fond d'échec des gouvernements au regard de ce qu'attend une majorité de la population et particulièrement de la jeunesse pour pouvoir tout simplement vivre, hein, et avoir des projets de vie et d'autres à venir que simplement sauf qui peut. Et évidemment du coup les manipulations sont faciles, avant même de parler des Russes, hein. Elles préexistaient. Avec évidemment l'émergence de mots. La problématique de l'immigration, on y reviendra. Les flux migratoires étant d'abord interafricains. Mais donc ça veut dire fuite également d'un certain nombre de talents, de compétences. Une insécurité grandissante, notamment dans les nords des pays, avec les menées djihadistes, sauf au Gabon, où là c'est plus la problématique de la piraterie et des transits de narcotrafic. Problématique démographique, évidemment. Islamisme, pour la plupart de ces pays, sauf le Gabon. Et bien sûr, enfin, les problèmes que j'évoquais déjà, de corruption, sur fond également de changement climatique, enfin, de problématiques plus lourdes et plus générales. Et là, on sentait non seulement l'instrumentalisation par un certain nombre de forces opposées de ce mécontentement, par tout moyen, et c'est parfois assez facile, avec quelques centaines de francs CFA, hein, et quelqu'un disait à un moment donné, puisqu'ensuite arrivent les Russes, qu'avec je ne sais pas combien de millions de dollars, on parlait de 25 millions de dollars mis dans la guerre informationnelle, on peut déstabiliser durablement un pays fragile comme ces pays-là. Et évidemment, ils ne s'en privaient pas. Ça, je suis un peu rentré dans ce dossier parce que, évidemment, devant cette réalité, la France, et en l'occurrence certains services français, mais aussi à l'intérieur de l'armée, l'état-major, s'était doté de moyens de compréhension et également de réponse contre-informationnelle par rapport à cette armée de fake, d'attaques, etc., d'intrusions. Mais enfin voilà, tout ça était quand même un peu tardif. Nous étions également critiqués par nos amis. Moi, chaque fois que j'allais dans les pays en question, je rencontrais évidemment les représentants des pays européens présents, les plus critiques étant souvent les Allemands. D'ailleurs, petite anecdote, ce qui n'enlève rien à la pertinence de leurs critiques, souvent à la fin de l'entretien, parfois un peu rude, comme c'est le cas entre amis, par exemple les Allemands disaient bon, et à propos, et en cas d'évacuation, on fait comment avec la nouvelle donne et le départ progressif des soldats français? Et là, je dis, on fait comme au Soudan, où il n'y a aucune force permanente, mais il y a la proximité de Djibouti, des Émirats, et enfin voilà, on sait faire, quoi. Donc, je dois dire que cette mission n'a pas été facile, parce que avant même de sillonner les pays, j'ai compris que le CEMA, le chef d'état-major des armées, s'était engagé au sein de sa propre institution et qu'il y avait des vents contraires, qu'il y avait une forme de conservatisme qu'on peut comprendre. C'était mieux avant. Voilà, on avait... Moi, effectivement, quand j'étais... après la coopération, j'étais à la Défense, j'étais en Afrique, je me rappelle être allé au Sénégal,
je vous parle il y a presque 20 ans, où il y avait encore un hôpital militaire français avec un médecin général, où il y avait, voilà, c'était quand même une présence très très forte. C'était aussi pour, c'est pas à proprement parler des OPEX, mais la présence à l'extérieur pour les soldats, les officiers, etc. Enfin, ça faisait partie également du cursus en quelque sorte. Et je dis ça sans aucune, comment dirais-je, je le comprends, hein, si vous voulez, dire on part alors qu'on ne nous a pas demandé de partir, et alors que c'est quand même important pour nous, pour le fonctionnement de notre institution militaire, pour notre influence, pourquoi vous faites ça? Ces critiques, je les ai quand même entendues parce que j'ai rencontré des militaires, je les connais un peu, je connais un peu ce monde, hein, n'est-ce pas, Jacques Muller? Ça nous rappelle des débats d'autrefois. Mais c'était quand même, évidemment, c'était assez franc. Et puis, plus grande a été ma surprise lorsque, en rencontrant mes amis, c'est mon monde à moi, du monde politique, hein, des commissions de l'Assemblée et du Sénat, enfin, je ne donnerai aucun nom, mais était encore plus dur et plus direct. Mais enfin, pourquoi on part? Mais ça n'a pas de sens. Mais dans le contexte actuel, au moins là, on peut continuer à peser, etc., etc. Je dois dire que j'ai été auditionné quelques mois après devant les deux commissions. Ces critiques ne sont pas revenues. Donc j'en déduis que chemin faisant, il y a quand même eu une certaine pédagogie dont nous avons été côté français des acteurs, mais dont les Africains, par la mise en œuvre de ce que nous avons réfléchi en commun sur l'évolution de cette présence, ont apporté par la preuve, par l'action, également un soutien et une compréhension de l'objectif. En effet, comment partir tout en restant? Pourquoi je dis ça? Parce que naturellement, dans ce contexte d'insécurité croissant, quand vous êtes des partenaires de sécurité, et ça veut dire des choses très concrètes, dont le nombre de soldats présents dans une caserne n'est de loin pas la plus importante. Qu'est-ce qui est important pour les pays qui eux-mêmes ont compris qu'ils devaient renforcer, et ça ne se fait pas du jour au lendemain, leur capacité souveraine, leurs armées si vous préférez, par rapport à ces menaces que je rappelais tout à l'heure, c'est la formation, l'entraînement des unités, le renseignement. Très important le renseignement, hein, quand il y a une colonne de Toyota qui fonce sur la capitale, le plus tôt on le sait, le mieux c'est, quoi. Hein. C'est des choses qui arrivent, hein, je pense au Tchad notamment. Les équipements. Tel pays que je ne citerai pas, je peux le citer, la Côte d'Ivoire, avait une aviation qui n'était plus ce qu'elle devait être. Pour le Gabon, c'était la marine, etc. etc. Donc, et comme nous avons également une capacité de coopération, d'ailleurs, le général qui chapeaute cette coopération dépend du ministère des Affaires étrangères avec des pays où on n'a pas une présence permanente. Il faut savoir que, par exemple, en Afrique, on a, je cite le chiffre de mémoire, 23 écoles nationales à vocation régionale de formation de soldats ou de gendarmes, etc. Nous avons des académies, une académie contre le terrorisme qui est maintenant devenue une académie européenne à Abidjan. Et dans la suite de ma mission pour le Gabon, c'était un des éléments de la discussion, une académie pour la protection de la forêt du Congo. Car le Gabon fait partie de cette immense forêt du Congo qui est, au même titre que l'Amazonie, un des poumons de la planète et qui, comme vous le savez, souffre du fait de la surpopulation, de déforestation, braconnage, etc. Enfin, tout ça, vous le savez. Et donc, avec l'entrée, le point de départ de former des gardes spécialisés qui ne sachent pas simplement tenir un fusil et se défendre, mais également qui puissent avoir une vocation pédagogique en direction des villageois pour que les pratiques changent, mais tout en pouvant continuer à vivre, etc. Voilà, donc c'est des beaux projets. Donc chaque pays a été donc dans ces discussions. Avec la Côte d'Ivoire, ça s'est très bien passé. Et il y a eu progressivement une ivoirisation du camp traditionnel qui s'appelle Port-Bouët avec le drapeau ivoirien. Et nous sommes à minima.
On a ce qu'on appelle un dispositif socle qui nous permet de continuer à mener ces missions de partenariat que j'évoquais tout à l'heure. Et on n'a plus cette problématique d'une visibilité, avec toute cette symbolique, etc. Le Gabon, pareil, avec le camp Charles de Gaulle et ce que je viens de vous dire sur la forêt du Congo. Marie, quelques instants, parce qu'il faut que je bascule sur la deuxième partie, même si elle sera un peu plus courte. Le Tchad, c'est une histoire étonnante. En fait, le Tchad, c'est le pays de tous les dangers. Vous avez des menaces au nord, Tibet-Si, vous avez des menaces à l'est, le Soudan. Vous avez, à l'est, pardon. À l'ouest, vous avez Boko Haram de la Tchad. Vous avez des menaces de tous les côtés. Et on avait 3 bases. N'Djamena, Faye à Largeau, 39 soldats dans un fortin, Fort Sagan, et Abéché. Et il s'agissait de passer de 1100 soldats à très peu. Et dans ma feuille de route, c'était on veut bien rester à N'Djamena, mais les autres bases, on les ferme. Et je suis revenu d'une longue séquence où je suis allé partout, et j'ai vu tous les gens qu'il était possible de voir, avec qui on peut partir, mais si on ne part pas, si on garde une présence, il faut qu'on soit dans les 3 endroits, pour des raisons stratégiques que je ne développerai pas, même à minima. Et même pas. Donc j'étais très content, j'étais content de nous, j'avais une petite équipe de militaires, de diplomates, etc. Enfin, c'était... j'ai fait mon rapport au président, ah oui, c'est bien, oui, ben, je valide. Et 3 jours après, lors d'une visite du ministre Barrot, excellent ministre par ailleurs, vous vous rappelez de ça encore, ceux qui connaissent un peu le Tchad, il va voir, donc il va pas vraiment, il va au Tchad pour voir des camps de réfugiés au Darfour, enfin on passe toujours par le Tchad pour aller dans la région. Ensuite il continue sa visite, mais il y a un passage obligé dans le bureau du président tchadien, le fils d'Éby, donc le maréchal fils, et là ça se passe pas très bien. Et alors que le ministre français reprenait son avion, il y a un communiqué de la présidence, on demande aux Français de fermer les bases le plus rapidement possible, etc. Ce que les Français ont fait. Vraiment. Et quelques temps plus tard, là nous sommes donc en 25, été 25, automne 25, automne 25, le président Déby demande, lors d'une visite à Paris, demande à relancer le partenariat de défense avec la France. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est intéressant en ce sens que le regard a changé. Et donc on revient dans une situation normale, non pas sur la situation héritée du passé, etc. Au Sénégal, j'y suis même pas allé. Enfin, j'y vais régulièrement, j'avais même notre fils aîné qui était en poste là-bas, mais j'y suis pas allé dans le cadre de la mission, parce que comme le président a un peu procrastiné pour finaliser sa décision, parce qu'il avait évidemment en interne, y compris à l'Élysée, beaucoup d'avis divergents. Et donc, quand je suis nommé, on est déjà en campagne électorale au Sénégal. Macky Sall ne se représente pas. Donc, je ne vais pas voir un président qui ne se représente pas en campagne, enfin, même si c'était représenté d'ailleurs. Et donc, on fait une réunion téléphonique, mais je n'y vais pas. Et quand le nouveau président nouvellement élu, brillamment, avec son Premier ministre Sonko, le président Bassirou Faye seront à Paris en juin, à l'occasion d'un congrès vaccin, qui est reçu à l'Élysée. Et là, Macron lui dit, mais si tu veux qu'on parte, tu nous le dis. C'est pas la peine de nous chasser. Hein. On sait faire. Non, pas du tout, donnez-moi le temps, faut qu'on réfléchisse, on arrive, etc. Bon. Résultat des courses, juste après le communiqué du Tchad, il y a eu celui du Sénégal, partez. Donc on est parti. Et quelques mois après, le président sénégalais vient à Paris et demande dans les différents sujets qu'on réenclenche un partenariat de défense. Mais voilà. Et ce qui a amené le général Burkhardt à dire à la fin, mais mission accomplie. Mission accomplie. Ça s'est passé différemment. Parfois, ça a été dur. Mais au fond, c'est ce qu'on voulait. Hein, on est parti en bon ordre, et tout en maintenant un partenariat dans un domaine où c'est important qu'on puisse continuer à aider ces pays par rapport à cet enjeu. Quel avenir et quelles alliances? Évidemment, j'ai un peu commencé.
Et je voudrais d'emblée exprimer quelques convictions fortes. Premièrement, la réalité africaine n'est pas uniforme, elle est complexe. Il y a des crises et des guerres, il y a des échecs, il y a de l'inachevé, il y a beaucoup de réussites. On n'en parle pas toujours autant, y compris des petites réussites de tous les jours, d'acteurs locaux, associatifs, économie sociale, entreprises hors du secteur informel, qui est naturellement dominant. Mais il y a beaucoup de PME, et même de très belles entreprises africaines, pilotées par des Africains et des femmes africaines. Enfin, quand vous lisez un peu la presse sur ces sujets, vous vous rendez compte qu'il y a un bouillonnement. Évidemment, l'Afrique est aussi un grand continent de vitalité culturelle et artistique, et mondialement reconnu. C'est aussi un élément de fierté, dans la diversité de l'Afrique, mais partout on trouve ça. Parfois aussi des réussites politiques. Il y a des pays qui, à un moment donné, trouvent un chemin pour progresser et pour que chacun puisse y trouver son compte. À une certaine époque, c'était le Ghana. Il y a eu le modèle controversé du Rwanda, où là, évidemment, le parallèle de la réussite économique, c'est le renforcement de l'autocratie, enfin, toutes ces choses, quoi. En tout cas, un potentiel exceptionnel. Et souvent, on croit, ou on dit, on fait croire que ce potentiel, c'est le sol, le sous-sol, sous-entendu les richesses à piller, alors que non, c'est un potentiel humain, de talent, de ressources, et aussi une réalité géopolitique forte. Deuxième conviction forte que j'ai, que je veux partager avec vous, l'avenir de l'Afrique est d'abord l'affaire des Africains. On a du mal avec ça, et même si on dit le contraire, parce qu'on a notre regard. Et regardez, un exemple de ce que je dis, ça a été le rôle des grands organismes financiers mondiaux, Banque mondiale, FMI, etc., et des politiques imposées. Pour la bonne cause, évidemment, pour que les pays s'en sortent, mais à quel prix? Aujourd'hui, on n'oserait même plus parler de la sorte. Alors, c'est vrai que les Africains, il faut aussi oser le dire, je citais le pape Léon tout à l'heure, ils font partie du problème, ils ont leur part de responsabilité, particulièrement ceux qui ont des responsabilités, les élites, et ces élites, elles existent, elles sont intelligentes, formées, de qualité, mais elles ne peuvent indéfiniment renvoyer à autrui, même si l'histoire est lourde, et on le sait. Et on a fait notre part aussi dans ce domaine-là de reconnaissance, mais on ne peut pas non plus rester arrêté dans les années 60 et ne plus bouger parce qu'un jour, il y a eu une période, des événements. C'est l'histoire, quoi, que nous avons en partage. Mais ils font partie du problème, et ils font aussi, et ils feront de plus en plus partie de la solution. Et ils ont commencé à le faire. Il n'y a pas... Je pense qu'il n'y a pas un modèle africain, pas plus qu'il y a un modèle occidental, enfin, même si. Mais il y a des modèles africains avec quelques règles d'or peut-être communes qui est en train de s'inventer et qui doit continuer à s'inventer. Y compris d'ailleurs sur des sujets assez sensibles, comme la démocratie. La démocratie, on l'a vu, y compris dans les pays que je viens de citer, pour Somalie par exemple, j'aurais pu citer Niger, d'autres, n'est pas garante de la bonne gouvernance. Mais l'autocratie non plus. Et regardez ce qui se passe dans les 3 pays du Sahel qui sont post-coup d'État. On ne peut pas dire qu'au niveau de... vous voyez. Donc, sur ce sujet, évidemment que je pense, comme vous, qu'il y a des droits universels, des droits humains, mais aussi une forme de participation du citoyen. Joe Spiegel pourrait parler des enjeux, mais ça vaut aussi pour l'Afrique, d'implication, de prix. Bien sûr qu'à la fin, il doit émerger un modèle de démocratie, mais à partir du moment où il est plaqué, un peu trop, c'est pas forcément...
Enfin, vous voyez ce qui se passe, quoi. Hein, ça a marché un certain temps et aujourd'hui, il y a une remise en cause. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter cela aux orties. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on devienne cynique. Business d'abord, etc. On parle avec... Non, mais il y a un sujet. Et le sujet, c'est... on peut être à vos côtés, on peut avoir des échanges, mais c'est vous qui allez inventer votre modèle, qui allez l'expérimenter, qui allez vivre vos échecs, c'est déjà le cas aujourd'hui, en tirer des enseignements. Hein, et il y a de belles choses. Hein. Moi, je peux vous dire que, sans parler de démocratie, mais dans les projets que j'ai portés sur le terrain, s'il n'y avait pas une implication des communautés, un dialogue, une écoute, une capacité de remettre en question, on aurait échoué à coup sûr. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça qu'il faut étendre, mais c'est un sujet. Toujours dans l'avenir et l'affaire des Africains, c'est certainement dans ce domaine-là, imposer un modèle. J'ai cité quelques exemples, mais il n'y a pas que les exemples que j'ai cités. La communauté internationale, c'est pas que nous, c'est pas que les Français, les Européens, les Occidentaux, c'est la Chine, c'est la Russie, dont j'ai toujours pensé qu'elle n'était pas, dans sa manière d'être présente, sécuritaire et de pillage, dans une empreinte forcément durable. On verra la suite. Mais la Chine est là pour longtemps. Elle a commis toutes les erreurs qu'on peut commettre depuis 20 ans, et elle a tiré les enseignements de ces erreurs pour évoluer, pour progresser. Parce que c'est son intérêt. Mais ce n'est pas interdit. D'ailleurs, de manière générale, quand on parle d'échanges et d'intérêts mutuels, y compris sur le plan économique, c'est aussi une bonne réponse à tous les procès d'agenda cachés, de pillage, du sol, du sous-sol, de nos richesses, etc. Non, parlons de ce que nous pouvons avoir comme intérêt en commun au-delà de tous les autres aspects. Donc beaucoup d'erreurs ont été commises et aujourd'hui, je pense que les Africains en ont aussi conscience. Ils ont aussi conscience de ceux qui ont su se remettre en question. C'est quand même un peu notre cas par rapport à d'autres. Ils ont aussi conscience qu'il y a des partenaires à qui on peut en vouloir beaucoup d'un certain passé, mais avec qui on a une histoire en commun, qu'on connaît bien, on se connaît bien, mutuellement. Et moi, je le vois au quotidien, parce qu'on se parle tout le temps. Ça aussi, ça peut permettre d'aider les Africains à développer leur propre modèle. Cette gouvernance de l'Afrique, elle s'invente en marchant. Et dans le petit livre que je suis en train à 2 voix que je suis en train de préparer avec mon ami africain, on évoque ces questions. Parfois, on se dispute un peu. Parfois, quand je le titille un peu, il me dit ouais, mais enfin, tu te rends compte, nous, ça fait 70 ans qu'on est indépendants. Regarde, l'Amérique, ça fait 250 ans. Vous, ça fait... Enfin, voilà, faut nous laisser un peu de temps. Alors, j'ai dit, bah oui, c'est sûr, mais en même temps, tu vois bien que tout s'accélère et que certains enjeux de gouvernance, c'est pas dans 30 ou 40 ans. Ah oui, je suis d'accord. Alors, il me dit un truc, d'ailleurs, parce que il me dit... Alors, il y a parfois des principes qui s'opposent. Mais moi, je pense que pour réussir, lui, il est dans un pays pas simple, hein, le Congo RDC, plus grand pays francophone, mais comme souvent d'ailleurs, comme le Nigeria dans le monde anglophone, c'est des pays où il y a des endroits qui vont bien et des endroits qui vont pas bien du tout. Le Congo RDC ne peut pas se réduire au kiwi. Hein, oui. Et il me dit, tu vois, en fait, pour progresser, il faut de la stabilité. Mais regarde le Cameroun, s'il y a trop de stabilité, c'est l'autocratie. Donc voilà, il y a un chemin, quoi. Il faut le trouver, quoi. Je termine dans l'heure sur, pour finir, toujours un peu dans les convictions que je vais exprimer, les grands enjeux. Il y a bien sûr les enjeux classiques que j'ai évoqués tout au long de mon propos, même si ce n'était pas le cœur de mon propos, climatique, démographique. Mais il y a parfois aussi, sur ces enjeux dont on parle souvent, il faut faire attention aux
aux généralités trompeuses. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Par exemple, l'enjeu climatique, qui pourrait le nier, hein? Mais, à l'intérieur de cette réalité, les pays sont-ils impuissants? Je vous donne un exemple. Quitte à creuser, je ne l'ai pas creusé, car je ne suis pas un spécialiste de l'hydrographie, etc. Il se trouve qu'en allant au Tchad, donc lors de l'étape à Faya-Largeau, donc zone désertique, plus que semi-désertique, en roulant dans le véhicule militaire entre l'aéroport et le Fortin, alors c'était grand beau, grand bleu depuis des semaines et des semaines, et on roule dans des flaques d'eau, beaucoup de flaques d'eau. Je dis, mais c'est quoi ces flaques d'eau? Vous avez eu un orage? Je dis, pas du tout. La nappe, comment on appelle ça, la nappe la plus proche, est pleine, et la nappe profonde, c'est une espèce de mer intérieure qui traverse de vastes contrées d'Afrique, c'est beaucoup rempli. Il y a beaucoup d'eau. Hein, il y a un contre... Et je dis, mais franchement, il y aurait matière à développer des projets agricoles incroyables, quoi. Donc, ce que je dis est juste une anecdote, quoi. Mais bon, il y a toujours moyen de faire, hein, à condition, évidemment, d'avoir la volonté, les bons soutiens, les moyens. Et encore une fois, les moyens existent. Quand il y a un projet, il y a des moyens. Qui dit enjeu dit levier. Le partenariat que j'ai évoqué à plusieurs reprises est un levier. Et nous avons quand même, et pas simplement nous Français, mais nous Européens, on a quelques atouts, hein, pour conforter une relation équilibrée, apaisée, nous les anciens colonisateurs. On a aussi une spécificité française, hein, qui n'est pas toujours considérée comme une réussite. Parfois on dit des pays anglophones, notamment sur le plan économique, s'en sont mieux sortis. Il faut voir pays par pays. Mais c'est vrai qu'il y a eu une certaine politique française de l'Afrique pendant longtemps qui doit être, à mon avis, revisitée pour en tirer les enseignements, alors qu'on a un certain nombre d'atouts que j'évoquais tout à l'heure. La période récente n'a pas toujours été évidente. On a un président, et j'ai eu l'occasion de travailler avec lui, et ça s'est bien passé avec lui, mais il y a aussi une dimension de psychologie dans la relation humaine en général et dans la relation avec l'Afrique en particulier. Et ça, il y a eu des moments où ça n'a pas été simple. Moi, je pense notamment au sommet de Montpellier, qui devait être un sommet de la jeunesse sans les chefs d'État, et qui a été une espèce de... Enfin, ça a été un moment où le président a été pris à son propre piège, parce qu'il y avait essentiellement des jeunes des diasporas qui l'ont mis à mal de manière terrible. Je ne sais pas s'il en est, alors que les diasporas peuvent jouer, j'en ai pas parlé, un rôle considérable. Je ne sais pas si, à l'arrivée, on peut considérer que ça a été une opération très, très réussie. Nous avons des défauts, mais nous les connaissons. Encore récemment, au moment où on a changé de directeur général de l'Agence française de développement, le sortant a rappelé qu'on n'était plus qu'à un quart sur l'Afrique. Hein, donc, je pense qu'il y a aussi des priorités qu'on pourrait repenser. Alors, on vient de décider de ne plus être en Chine. C'est très bien. Et puis, il y a aussi dans les leviers, et je voudrais, avant de finir aussi l'évoquer, la question migratoire. La question migratoire, elle est majeure. Donc, on n'imagine pas ne pas l'évoquer. Elle a des aspects positifs importants pour nous, par le savoir-faire, les métiers, les compétences, mais aussi, ça, je me dois de le rappeler, les gens qui travaillent, qui ont un revenu, envoient de l'argent, et même beaucoup d'argent, dans leur famille, dans leur village. Et dans des régions parfois pauvres, souvent pauvres, cela constitue pour les familles, évidemment, la survie, mais ça constitue également pour l'économie informelle
et parfois un peu plus informels, des revenus qui permettent de porter des projets. C'est une réalité, et c'est une réalité positive. Il y a aussi la réalité culturelle, les échanges, le rôle des diasporas que j'évoquais tout à l'heure. Par contre, il y a des aspects négatifs. La perte de substance pour les pays concernés, c'est quand même un vrai sujet. Un jeune Africain, une jeune Africaine peut avoir aussi, légitimement, comme projet de vie, d'abord de vivre sa vie et de réussir sa vie, et en plus d'apporter quelque chose à son pays. Surtout quand on a la chance d'être formé, d'être... Donc là, cette perte de substance, c'est un sujet. Ensuite, il y a, comme le pape l'a très bien dit, la problématique, à partir du moment où cette immigration n'est nullement organisée, la problématique de l'accueil ne fonctionne pas. Donc, et comment s'en sortir? Je ne vois qu'une solution. C'est un vrai dialogue et des partenariats. Pas des partenariats foireux. Pas des partenariats baroques, comme j'ai pu en lire dans la presse. Des vrais partenariats. D'ailleurs, entre nous, je ne vois pas d'autre solution. Parce qu'on n'arrêtera jamais quelqu'un qui tentera une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, au risque de sa vie, en engraissant des passeurs, poussé et financé par sa pauvre famille qui en attend beaucoup. Donc, il faut qu'il y ait des partenariats qui prennent tous les aspects en compte, y compris une accélération des processus de développement et de possibilité de participer à ce développement. Et si on était sur un continent en train de s'affaisser sur lui-même, si on était confronté à un continent où il n'y a que de la pauvreté, où il n'y a pas de perspective, où les gens sont complètement à côté du monde d'aujourd'hui, etc., ce qui sur le plan économique est un peu vrai. Le pourcentage de relations économiques qu'on a fait est encore très faible. Donc ça veut dire que le potentiel est très grand. Ça veut dire qu'il peut y avoir, comme c'est déjà arrivé dans l'histoire, des accélérations en termes de développement qui seraient, comme on dit aujourd'hui, gagnant-gagnant. Alors je suis pas en train de vous dire que tout est merveilleux, que tout va se régler demain matin, mais est-ce qu'il y a d'autres réponses sérieuses et conformes à nos valeurs, y compris nos valeurs éthiques bon. Donc voilà, mais c'est un sujet. Et c'est un sujet dont on ne peut pas se sortir avec des généralités, des leçons de morale, ou je veux pas voir, ou etc. Non, c'est un sujet qu'il faut prendre à bras le corps, sinon d'autres le feront, et pas de la même manière. Voilà. Et puis, enfin, là, j'accélère. D'ailleurs, ça ramène à ce que je disais aussi sur apporter des solutions à la fois africaines et partenariales sur un certain nombre de questions qui aujourd'hui freinent l'Afrique dans ses potentialités formidables. C'est la solidarité africaine. Ça ne marche pas. Moi, j'ai eu l'occasion, dans le cadre de mes fonctions, déjà avant ma mission, mais je suis allé à Addis Abeba aussi pendant la mission, mais j'y avais été plusieurs fois avant. C'est un magnifique truc, avec des gens intelligents, on est très bien reçus, tout ce qu'il faudrait faire existe en magasin, mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien, avec parfois un discours un peu où on nous balance tout ce qu'il y a lieu de nous balancer, mais bon, c'est pas toujours très productif. Et où on se prête à rêver, en se disant, et beaucoup d'Africains sont d'accord avec ce que je dis, l'Union africaine pourrait jouer un rôle formidable, un rôle de puissance politique, d'influence, un rôle de coordination des enjeux sécuritaires. Et en même temps, aussi, quand je parle du sécuritaire, vous savez, je pense aussi, je parlais tout à l'heure des droits humains, de la manière dont les choses se passent. Moi, je me rappelle, à une certaine époque, quand j'étais en responsabilité, j'avais plaidé pour des écoles de formation des policiers, des soldats, des casques bleus, etc., pour qu'ils apprennent non seulement leur métier de soldat, mais également le respect des gens, enfin, le sens de la mission, etc. Donc, l'Union africaine pourrait jouer un rôle formidable. Ce qu'on appelle les sous-régions, je ne sais pas d'où vient ce mot, genre CEDEAO pour l'Afrique de l'Ouest, vous avez vu que quand il y a eu cette sécession des 3 pays sahéliens, ils ont claqué la porte, ils ont créé leur propre truc.
ça montre à la fois qu'ils ont cru devoir créer un truc, donc, mais ça montre aussi que la CEDEAO n'a pas été possible de jouer un rôle. Alors qu'il y avait quand même des petits pays comme le Nigeria là-dedans. Hein. Quand même, c'était pas... Voilà. Aussi, solidarité sur des sujets que je n'ai pas évoqués, parce que regardez, là déjà le temps passe. Je n'ai pas parlé du franc CFA, je n'ai pas parlé d'un certain nombre de sujets qui fâchent, mais sur lesquels il faudra un jour en sortir. Mais en sortir comme ça, c'est le chaos, c'est la pauvreté. Il faut en sortir dans un dialogue entre Africains et dans un dialogue avec, en l'occurrence, nous. Macron a dit à plusieurs reprises qu'il y était prêt. Il n'y a plus qu'à faire. Et puis, tout ça, évidemment, doit conforter un moteur important, auquel moi je crois beaucoup. C'est une forme de fierté africaine, fierté de ses réussites, fierté de ce qu'est le continent sur la planète Terre aujourd'hui et de ce qu'il peut représenter. Et du coup, notre regard sur l'Afrique doit changer. Oui, l'Afrique est notre avenir. L'Afrique n'est plus une terra incognita. Je pense que c'est sur la base de cette double remise en question, nos amis africains se remettent en question et agissent. Nous nous remettons en question sur cette relation. Alors, je redeviens afro-optimiste. Merci. J'ai appuyé sur les deux. J'ai coupé le mien, c'est bon. Alors, merci. Malgré tout, on se dit, on a oublié un peu le poids des djihadistes, non? Tant qu'ils sont là, est-ce que cette Afrique, telle que vous la voyez, est-ce qu'elle peut progresser? Je le disais là, avant la réunion, avant je l'ai coupé. Il marche là? Il marche? Oui, il marche. Le patron de la DGSE français, Nicolas Lerner, disait récemment que l'Afrique est l'épicentre de la menace djihadiste et terroriste. Quand je parlais des menaces au nord, quand je parlais de la déstabilisation d'un pays, quand je parlais des colonnes allant vers Bamako, quand je parlais de l'échec actuel de ces régimes autocratiques comme celui du Mali en ce moment, évidemment, la menace, elle est là, quoi. Alors, vous savez, je pense que par rapport à cette menace, d'abord, sur la menace, bon, je n'ai pas développé ce point, mais c'est le cas notamment au Mali, mais pas seulement, et pas depuis aujourd'hui. Vous avez les djihadistes qui sont à l'œuvre, qui ont leur projet, qui s'adaptent, d'ailleurs, qui ne cessent de s'adapter. À un moment donné, rappelez-vous, avant l'intervention française, quand ils commençaient à prendre pied dans le nord du Mali, ils occupaient des villes, ils les géraient. Ils ont considéré que ce n'était pas très concluant, y compris eux. Donc ils sont passés à autre chose. Ensuite, ils ont pratiqué la politique de la terreur. À d'autres moments, plutôt du contact avec la population. Là, ils dialoguent avec les Russes. Enfin, et il y a des convergences de longue date entre les djihadistes et un certain nombre de groupes Touareg. Et c'est vrai que on a un peu parlé aussi avant la réunion de la tradition Touareg et de leur mobilité, etc. et de une propension à commercer avec qui accepte de commercer ou d'échanger avec eux. Donc, et puis parfois, s'ils considèrent qu'ils ont un adversaire qui ne tient pas ses engagements, etc., ils pactisent. Il y a aussi les trafics qui profitent de cela, qui peuvent être encore portés par d'autres, y compris narcotrafic. Donc tout ça, ça crée un contexte très, très, très compliqué. C'est pour ça que je considère vraiment qu'il y a deux aspects. La dimension sécuritaire, elle existe quand même. On ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. On ne peut pas dire tout s'arrangera quand ça ira mieux. Non. Donc il faut le faire, et il faut le faire... Et certains l'ont compris, et le font, et c'est efficace, mais ça ne suffit pas. Parce que, évidemment, il y a un terreau. Et donc, le travail de fond, évidemment, peut aussi aider à ce que un jeune
si son avenir c'est ou sauve qui peut, la fuite, ou le basculement du côté obscur de la force, comme l'on dit maintenant, c'est quand même pas terrible, quoi. Hein. Alors, je ne suis pas en train d'être dans l'excuse hein, des crimes, mais voilà. Et puis, écoutez, on sait bien qu'on va vivre avec cette question, et pas seulement en Afrique, même si l'Afrique est au premier chef, pendant un certain temps. Et donc, il faut... Non, c'est parce qu'ici, il faut faire face. Hein. Oui, c'est parce que dans la salle, il y a quand même des personnes qui avaient des liens très forts, notamment avec le Burkina, et on ne peut plus y aller, non? C'est-à-dire, ça dépend qui. Ça dépend qui. Il y a des mais, non, oui. Mais tous les gens qui avaient plaisir à une époque à aller là-bas, c'est... Et moi, je le dis sous le contrôle de Marie-Odile ici présente, à l'époque où on allait régulièrement, elle est venue 2-3 fois avec moi dans la région de Mopti. Je me rappelle, une année, ça devait être en 2005 ou 2006, on s'était dit l'année prochaine, on vient à Mopti en famille. Il y avait un petit campement là qui était rustique mais sympathique, et puis c'est très beau, puis on serait allé sur le Niger, on serait monté, enfin on aurait... Et je me rappelle de ça. Et finalement, notre fille aînée y est allée toute seule avec des copines l'année suivante, elle a sillonné le Mali avec des copines, elle nous donnait des nouvelles à partir des cybercafés, etc. Ce Mali a existé, c'était il y a 20 ans. Hein? Bon, une question? Vous avez peut-être des questions à poser. On n'a pas parlé du Bénin. Est-ce que le Bénin se développe bien? Oui. Jean-Marie, on n'a pas parlé du Bénin, qui est un pays où la diaspora fait beaucoup et qui se développe bien, parce qu'on a une petite cousine qui est là-bas pour l'instant. Oui, après j'ai eu l'occasion d'aller au Bénin il y a 2 ans, dans le cadre d'une ONG qui s'appelle Acting for Life, qui était l'ONG proche d'Air France à une certaine époque, qui se donnait bonne conscience avec cette ONG, mais qui n'en fait pas moins du bon travail. Encore aujourd'hui, ils se sont un peu éloignés de la maison mère. Et la caractéristique de leur travail au Bénin et au Togo, et là j'étais au Bénin, au centre Bénin, c'est que leurs actions sont essentiellement agricoles et agroalimentaires, la chaîne complète, pour qu'il y ait de la valeur ajoutée, et les acteurs de l'ONG ne sont que locaux. Il n'y a pas d'expatriés. Hein. Le Bénin, bien sûr, a eu à sa tête pendant 2 mandats un PDG, donc ça, c'était un côté très positif, avec un esprit de chef d'entreprise, il faut y aller, enfin voilà, et avec des résultats, avec, il y a toujours un point positif et un point peut-être plus discutable au niveau peut-être du respect d'un certain nombre de droits, etc. Mais enfin, en attendant, le pays a quand même progressé, économie, infrastructure, etc. Ils ont des problèmes de sécurité au nord. Et d'un point de vue français, le Bénin est cité en exemple de pays africains où nous n'avons pas une présence militaire permanente, mais où nous avons un partenariat de sécurité exemplaire. Voilà. Après, il y a un nouveau président. Voilà. Je fais attention à ce que je dis, parce que je ne veux pas tomber dans le piège que je dénonce, qui est de porter des jugements de valeur sur les uns et les autres, que ce soit des pays ou des chefs, parce que entre nous c'est horriblement difficile, et que au fond, par exemple, Talon est critiquable à bien des égards, n'est pas forcément sympathique, mais quand on voit ce qu'il a fait par rapport à d'autres pays dans la région, à commencer par le Togo à côté, on est quand même 3 crans au-dessus, quoi. Hein. Et la diaspora fait beaucoup. Aussi, tu as raison de le dire, Daniel. Une autre question? Je peux parler sans micro. Je ne connais pas du tout le Mali et le Tchad. Vous, oui. Moi. Non, ça va, je vous entends. Je ne connais pas du tout le Mali et le Ah, pardon, Tchad. toi, oui, pardon, excuse-moi. Mais à Madagascar, il y a tellement de jeunes que je me demandais, est-ce que la jeunesse, en fait, c'est pas aussi un levier, notamment pour des pays comme Madagascar,
Et je me demandais aussi quel est le rôle que pourrait jouer la France. Quel est le rôle que pourrait jouer la France en utilisant peut-être Comme levier davantage l'éducation et la santé? Est-ce que ce seraient des leviers que la France pourrait plus développer, notamment à Madagascar? Madagascar, c'est un des plus beaux pays du monde. C'est un pays formidable, avec une histoire extraordinaire, avec un peuple attachant, bon, c'est vraiment, ça peut être le paradis sur terre. Une pauvreté extrême, un crève-cœur de mauvaise gouvernance, confinant à la prédation, à tous les niveaux. Nous avons eu Mulhouse, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, j'ai plus suivi après, mais je crois qu'il y a encore des contacts, un partenariat en lien avec la région Alsace et l'IRCOS à l'époque, avec Majanga. Ils y sont actuellement. Parfait, de soutien à la rénovation du marché de Majanga, lieu très fort d'échange, enfin bref, je ne développe pas. Et ce qui veut dire qu'on peut faire des choses et qui s'inscrivent dans la durée. La France, le président Macron y était il n'y a pas longtemps. Il a d'ailleurs obtenu peu après la libération d'un prisonnier politique. Mais j'ai des amis malgaches que je vois chaque fois qu'ils passent à Paris, de très bons amis, des gens qui ont réussi d'ailleurs à Madagascar notamment, enfin, et des gens de qualité. Il y a des gens de très très bon niveau à Madagascar, hein. C'est pas n'importe quel pays, hein. Et pourtant ça ne va pas. Et ça va même de plus en plus mal. Donc la France, oui, pourrait faire mieux, comme d'autres pays européens partenaires, mais, et là ça nous ramène un petit peu à mon propos. Il y a quand même, côté malgache, il faut qu'il se passe quelque chose, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas hors de portée. Bon, il y a eu un changement récent de président. Hein. Je ne sais pas, est-ce que ça marque un mieux? Tu vois, c'est bon. Il y a un moment, il faudra qu'il se passe quelque chose à Madagascar. Mais nous, on peut pas, comment dirais-je, on a une limite, quoi. La limite, c'est le partenaire. Parfois, dire ça, c'est une bonne excuse pour ne rien faire. Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, la France, avec tous ses défauts, tous ses manques, toutes ses insuffisances, il y a quand même des endroits, à l'instar d'ailleurs d'autres pays, comme les Allemands. J'ai eu, je ne l'ai pas dit, parce que à la fin de ma mission, bon, le président m'a fait une nouvelle lettre de mission pour aller expliquer aux partenaires européens ce que nous faisions. Et à la fin, d'ailleurs, il m'a relancé l'an dernier en me disant pourquoi tu n'es pas allé à Londres? J'ai dit mais j'attendais le feu vert, quoi. Parce que les Britanniques ne sont pas des Européens, mais c'est des partenaires. Et tous ces pays, on a déjà l'habitude de travailler avec eux ensemble en Afrique, notamment entre Européens. Et ils ont chacun de ces pays a des valeurs ajoutées, des endroits où ils sont meilleurs, des pays où ils ont... si je me plais à rêver, en tant qu'Européens, on pourrait faire avec un moyen constant, plus et mieux, y compris à Madagascar. Bonsoir. Merci pour cette belle exposé. Alors, je ne sais pas si il est opportun de se présenter. Je m'appelle Mestin Senghor. Je suis sénégalais d'origine. En fait, je n'ai pas trop me ranger dans une étiquette identitaire. Je suis avant tout un citoyen du monde. Mais j'ai juste une question par rapport là où vous venez de terminer votre exposé. Que vous êtes optimiste pour... comme quoi l'Afrique est notre avenir. Sur cette question, je voudrais savoir comment on peut penser l'Afrique dans un rapport de partenariat entre l'Afrique et le reste du monde, d'autant plus que le continent connaît des soubresauts, des basculements, voilà, des coups d'État, je veux dire. Comment on peut penser voilà, ce rapport entre le reste du monde? Est-ce que l'Afrique... l'avenir de l'Afrique, c'est l'Afrique des Africains ou bien il faut repenser l'Afrique autrement? C'est ça la question. Merci.
Ah, ça fait pas mal de questions. Ça marche? Oui? Non, oui. Il y a une phrase que j'aime bien employer par rapport à la question des partenariats, de tout ce qu'il faut développer alors qu'il y a des crises, des guerres, etc. Pendant les travaux, les ventes continuent. C'est-à-dire que l'Afrique vit des crises terribles sur une partie de ses territoires, dans certains pays, mais parfois juste à côté, parfois dans le même pays, la vie continue avec des choses tout à fait intéressantes. J'ai cité le Soudan, j'aurais pu citer les Somalies, où il y a à la fois la pauvre Somalie, mais des morceaux de Somalie qui se développent. Donc l'Afrique, elle est diverse, elle est multiforme, et quand il y a une crise africaine sur laquelle on focalise, ne pas penser que l'Afrique, avec les images terribles que l'on peut voir, se réduit à cela. Ça déjà, c'est un signe d'espoir. J'ai même envie de dire que les dynamiques positives, petites ou grandes, sont quand même très nombreuses. Elles n'ont pas encore passé le cap où c'est un peu le regard premier qu'on porte sur l'Afrique. Le regard, l'afro-optimiste, c'est-à-dire il y aura un monde où il y aura toujours des crises en Afrique, comme il y en a ailleurs, mais on verra d'abord ce qui s'est développé, ce qui a fonctionné, voir les crises qui ont été surmontées. Je vous donne un exemple. Mais c'est un exemple, il faut le dire vite, parce que parfois, sur des cycles longs, des problèmes peuvent ressurgir. Mais je disais tout à l'heure que parmi les contacts que j'évoquais dans ma relation en Afrique, j'ai parlé de ma présidence de France-Mozambique, quand j'étais jeune député. Donc j'ai un peu connu ce pays, et je l'ai donc suivi. Vous savez que c'était après donc, la révolution des œillets au Portugal, donc les indépendances sont apparues un peu plus tôt que chez nous, et non, un peu plus tard que chez nous, pardon, on est dans les années 70, et donc ces pays deviennent indépendants, il y a une équipe en place avec une idéologie progressiste forte. On est à l'époque quand même encore de la guerre froide, etc., et où l'Afrique est un terrain de jeu pour les blocs. Et le parti au pouvoir, le Frélimo, donc un parti progressiste avec des gens individuellement souvent très intéressants, avec un mélange de blancs, de noirs, de métis qui sont le fruit de ce qu'était ce pays, dans un climat très fraternel entre eux. Ça m'avait assez touché, mais pris dans une guerre civile terrible. À l'époque, à 10 km de Maputo, la capitale, c'était la guerre civile. On pouvait encore prendre l'avion parce que les services publics fonctionnaient pour aller dans le nord. C'est terrible. Leurs ennemis, c'était les gens de la Renamo, qui étaient plus ou moins soutenus par l'Afrique du Sud, qui était encore l'apartheid. Enfin, vous voyez le schéma, quoi. Et c'était des morts, c'était des horreurs. Enfin. Et il y a eu une médiation. Et vous savez par qui elle a été portée ? En fait, elle a été portée par la communauté de Sant'Egidio, qui existe toujours, dont certains disent que c'est la diplomatie secrète ou parallèle du Vatican, ce qui est ni complètement vrai, ni complètement faux, et avec des gens formidables à sa tête. Eux, ils ont tellement œuvré, avec le soutien de l'Église catholique en l'occurrence, que l'accord de paix s'est passé chez eux, à Rome, dans leur église, dans le Trastevere. C'est comme ça qu'on dit ? Oui. Et d'ailleurs, on en a encore la trace, les photos, etc. Et après, ce pays a connu un formidable développement. Maintenant, il y a de nouveau des problèmes. Mais bon, voilà, ça va, ça vient. Mais je veux dire que j'ai perdu le fil. Donc oui, les partenariats, l'Afrique et d'autres avenirs. Je le pense sincèrement, et je pense malgré tout que ça doit... Enfin, le monde de demain n'est pas le monde d'hier. Le monde d'hier était un monde post-colonial, c'était une histoire différente. Le monde de demain, c'est une forme d'émancipation qui doit se poursuivre, et avec cette idée que, sans se couper des autres, sans refuser les conseils avisés et les partenariats fructueux, c'est l'affaire de l'Afrique.
des Afriques et de l'Afrique. C'est ma conviction. Je ne dis pas que ce sera facile, c'est loin d'être gagné, mais je ne vois pas l'avenir autrement. Je ne le vois pas autrement. Vous le voyez autrement ? Bon, on n'a pas non plus 100 ans de chaos devant nous. Voilà, il faut quand même à un moment donné faire preuve d'un peu de volontarisme. Oui ? Oui, vous venez de mentionner le monde post-colonial. Alors moi, je suis très loin de l'Afrique, hein, je n'y suis jamais allé. Mais justement, dans cette distance, il y a des questions plus fondamentales qui m'habitent. Alors, notamment par rapport à cette ambiance post-coloniale, parce que vous avez parlé de la présence française à plusieurs reprises. Il me semble qu'elle était assez militaire, on l'a entendu dans l'exposé. Sans doute monétaire, enfin on a évoqué un peu le franc CFA, probablement politique, ça doit être difficile d'en parler en public. Si vous avez exposé les Britanniques juste avant, et je m'interrogeais, dans le Commonwealth, qui est complètement différent, c'est une organisation volontaire, plus culturelle, me semble-t-il, hein, plus économique. J'ai l'impression que ça se passe mieux, non? Alors, est-ce que l'héritage colonial qu'on a n'est pas vécu d'une autre façon dans d'autres pays avec leurs anciennes colonies? C'est franchement une question que je me suis souvent posée, et vous avez cité les Britanniques, on aurait pu citer les pays lusophones, les pays hispanophones, etc. Enfin, il n'y a pas de etc. d'ailleurs, on a fait le tour, je crois. Et j'ai pas de réponse. J'ai pas trouvé la réponse. Sur le Commonwealth, c'est très intelligent. L'objectif de la France, c'est de faire évoluer le concept de francophonie. C'est déjà une adhésion volontaire. Il y a déjà des pays pas vraiment francophones qui y sont. Il y a aussi des pays francophones pas contents qui ont claqué la porte, ou qui se sont mis en retrait, mais ça existe. Et bon, ça permet d'échanger, ça permet de peser ensemble au niveau des grands enjeux de la planète, sans réel pouvoir, mais c'est un soft power, comme on dit aujourd'hui. De ce côté-là, on peut mieux faire. On peut mieux faire. Bon, tous les pays anciennement britanniques n'ont pas été exempts de problèmes, de soubresauts, de difficultés, mais c'est plus cool. Ouais, je suis d'accord avec vous. Les Anglais ils sont partis, voilà, ils sont partis. Ils n'ont pas voulu rester. On a certainement... ouais. En tout cas, on en tire les enseignements, puisqu'on se retire en bon ordre. Hein, et on se rend compte en le faisant que les pays reviennent vers nous. Donc... peut-être qu'on aurait dû le faire depuis longtemps, je n'en sais rien. C'est facile à dire. À côté de ça, je ne sais pas comment c'est pour les Britanniques, mais dans les choses positives, qui peuvent d'ailleurs amener à commettre des erreurs, mais qui sont quand même positives, les liens affectifs sont très forts, à tout niveau. Il y a quelque chose. Ça, c'est sûr. Et pas que de notre côté. C'est parfois je t'aime moi non plus, mais il y a un lien fort. Ça existe. Faisons-en un atout. Avec d'autres, c'est plus distendu. Hein? Après, c'est peut-être plus business, ça c'est sûr. Là, on a des progrès à faire, c'est certain. On en fait d'ailleurs, mais pas assez. Je pourrais aussi vous citer des exemples, mais à cette heure-ci, je ne vais plus le faire. Voilà, ma réponse est ouverte. On va vers les dernières questions. Il y a monsieur d'abord. Bonsoir. Si on parle d'avenir et si on considère le développement économique, la question actuelle, et celle que je me pose vraiment par rapport à l'Afrique, c'est l'impact du numérique. On vit quand même à une ère où ce qui se passe en ce moment, c'est le développement de l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, les data centers, etc. Et ma question, c'est, de votre point de vue, est-ce que ce développement technologique va augmenter la fracture entre le sous-développement que connaît l'Afrique par rapport au reste du monde, ou au contraire
contraire, ça représente une chance et c'est finalement peut-être une solution. Les deux, mon général. Avant l'émergence, non pas du numérique, mais de l'IA, etc., personnage français connu, Borloo, s'était engagé dans une croisade. Rappelez-vous, nous sommes dans les années 2015-16, sur l'électrification de l'Afrique comme moteur de croissance. Comme souvent, Borloo, c'était enthousiasmant. Moi-même, d'ailleurs, il m'avait convaincu et j'avais fait voter au Sénat, j'étais sénateur à l'époque, une résolution qui n'a pas de valeur autre que incitative, unanime, de soutien à la démarche de Borloo. Et comme souvent, dans les excellentes initiatives de Jean-Louis, à la fin, il a été confronté à un trop grand éclatement des lieux de décision africains sur un sujet, l'électrification. D'ailleurs, le Mozambique est un bon exemple d'électrification au-delà des frontières. Voilà. Donc, ça, c'est le passé, mais c'est pour vous dire c'est toujours compliqué. Je dis les deux en général parce que, à la fois, oui, ça peut être un facteur discriminant encore plus qu'ailleurs, hein, puisque par définition, il y a encore des endroits. Autant, on a vu la révolution, on l'a vu d'ailleurs année après année de nos yeux vus, la révolution du téléphone portable. Je me rappelle l'époque où j'allais en Afrique avec une petite valise dans laquelle il y avait un satellitaire, puis un téléphone satellitaire un peu lourd, mais il n'y avait déjà plus la petite valise. Et puis tout à coup, c'était l'époque où il fallait mettre des pièces dans des téléphones publics. Et du coup, tout le monde avait un portable, quoi. Là, évidemment, c'est une affaire un peu plus sensible et lourde. Je pense qu'on va avoir, dans un premier temps, deux Afriques. Une Afrique très, très en pointe, de certaines grandes villes, de certaines régions dynamiques, où il y a déjà une vitalité économique très forte, des leaders qui n'ont rien à envier aux leaders européens, américains et asiatiques, et des dirigeants d'ailleurs qui ont percuté, et puis d'autres endroits où ça sera la traîne, et où ce sera un facteur discriminant, je ne peux pas dire le contraire. Mais après, on ne connaît pas la suite de l'histoire, quoi. Ça peut aussi être l'occasion de politiques partenariales volontaristes. Affaire à suivre. Oui, merci Jean. Oui, merci Jean-Marie. Pour ton témoignage, ce partage d'expérience, ça donne chair aux préoccupations que nous avons tous par rapport à l'Afrique. Maintenant, dans l'influence que la France veut avoir positive sur ce continent, tu as évoqué ce qu'on peut appeler la diplomatie militaire. On voit que ça s'autorégule grâce aux échanges que tu as pu avoir avec les personnes. Il y a la diplomatie économique. C'est souvent la chasse aux gros projets pour ouvrir des marchés aux entreprises françaises. Et puis à la coopération, tu as cité l'AFD. Et je voudrais dire ici, c'est effectivement pour des organisations non gouvernementales comme le CCFD Terre Solidaire, quelque chose d'essentiel. Parce qu'effectivement, on travaille sur le terreau, on produit des projets agricoles, on produit de la démocratie, on produit de la paix, la culture de paix. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation catastrophique, c'est la baisse drastique des crédits de l'AFD. Aujourd'hui, le CCFD est obligé d'abandonner des projets que nous cofinancions avec l'AFD. Alors je voudrais avoir ton regard là-dessus et quelles perspectives on peut espérer, parce que nos partenaires comptent sur nous, quoi. Je vais te répondre très clairement, Jacques. D'abord, j'en profite pour saluer ton engagement au long cours. Voilà. Ça fait quand même plus de 50 ans qu'on se fréquente, qu'on est riche de nos désaccords et qu'on trouve des beaux terrains d'entente. N'est-ce pas, monsieur le sénateur? Oui, sur l'AFD. Quand j'étais à la coopération,
il était de bon ton à l'époque, du moins dans le gouvernement où j'étais, de détester l'AfD, de détester son directeur, qui était un progressiste tiers-mondiste, qui allait de l'avant, qui était aussi très, très intelligent, etc. Moi, j'ai tout de suite pris son parti. J'étais toutes les semaines à l'AfD et j'ai découvert de l'intérieur cette boutique qui a des qualités et des défauts, mais qui est un atout français que même les Britanniques n'ont pas. Alors, vous savez que ça a été créé, l'Agence française de développement a été créée, alors ça c'est incroyable, ça s'appelait à l'époque la Caisse centrale de coopération, sous De Gaulle, mais le De Gaulle de 41, qui commençait à avoir, avec des Leclerc ou autres, pas toi Michel, mais haute cloque, des pieds dans l'Empire. Hein. Et ils ont créé la Caisse en 41. Mais pas 41 Vichy, 41 De Gaulle, quoi. C'est quand même un truc, quoi. Et c'était un outil formidable. Elle est devenue une banque, aussi. Il y a du pour et du contre. Le pour, naturellement, c'est que ça lui donne une puissance de feu extraordinaire, hein, alors qu'il lui donne une certaine marge de manœuvre par rapport à ce que l'État donne ou donne pas. L'inconvénient, c'est que ça peut l'amener à aller, avec cette capacité bancaire, porter des projets avec des pays, on le voit avec le recul, comme la Chine, où ce n'était pas forcément une bonne idée. Et l'autre inconvénient, avec la mentalité versus banque, qui est un aspect de ce qu'est l'AfD, c'est qu'aujourd'hui, non seulement on n'est plus qu'à 25% sur l'Afrique, mais l'essentiel de l'argent que nous mettons dans le circuit africain ou autre, c'est des prêts. Et ce n'est pas des dons. Si? Non, tu n'es pas d'accord? Oui. Et donc c'est un sujet, parce que beaucoup de pays européens qui ont d'autres outils, peut-être moins géniaux, c'est beaucoup des dons. Bon. Je pense que j'ai siégé aussi au conseil de l'AfD au titre du Sénat pendant 3 ans. On a eu ces débats, quoi. Le nouveau directeur, qui est en train de prendre ses fonctions début mai, je pense que, et qui est quand même, on sait un peu qui c'est, le courtier, hein, il est à la fois business, hein, puisqu'il a été dans des fonctions, enfin bon, bref, hein, je cherche le nom de l'organisme, et il est aussi terrain, et il peut, avec les moyens qu'il a, réorienter fortement sur les territoires qui nous tiennent à cœur et où on peut vraiment jouer une carte française, c'est-à-dire qu'ils produisent des effets. Hein. L'AfD, elle a un autre défaut, c'est ce que me disaient plusieurs acteurs de terrain, y compris d'aucuns que je connais bien au Sénégal, que on ne sait jamais ce qu'elle fait. D'autres pays, au moins, il y a le faire savoir, quoi. Quand on est quelque part, on le sait, pas uniquement parce que c'est écrit, mais parce que les partenaires voilà, le font savoir autour d'eux. Donc il faut... Moi, mon opinion, c'est que tu as raison, qu'il faut renforcer l'AfD, déjà à moyens existants, et ensuite concentrer des moyens, plutôt que... Même au niveau de l'aide au développement, hein, parce que là aussi, les priorités peuvent évoluer. Et voilà, quoi. Donc... Et oui, et ce que je voulais dire aussi, c'est que, tu vois, au fond, les grandes entreprises, elles se débrouillent toutes seules, y compris françaises, en Afrique. Elles ont besoin de personne. Les PME sont beaucoup aidées aujourd'hui par les réseaux, ambassades et autres, et ça c'est positif, mais n'oublions pas, surtout en Afrique, où il y a, comment dirais-je, le passage entre l'économie informelle. Vous savez ce que c'est l'économie informelle? Quand vous promenez dans la rue, hein, c'est les gens qui vous vendent un savon, des cigarettes, enfin, hein, les gamins, enfin, les mamans, les cacaos, enfin, oui, mais ça fait vivre les gens au jour le jour, quoi. Et beaucoup de gens. Entre l'économie informelle et une économie déjà structurée, de PME voire plus, il y a le rôle irremplaçable des ONG, hein, dans tous les domaines. Moi, je parlais du domaine agricole au Bénin, toi, tu parles de CCFD, et ça, c'est un atout pour nous aussi. Y compris dans la dimension éducative, que tu rappelais à juste titre. Donc, point d'accord.
Voilà, une dernière question. J'allais dire, et l'uranium dans tout ça, plus généralement, dans quelle mesure les ressources stratégiques, métaux rares au Congo, phosphate marocain, uranium nigérien, dans quelle mesure ça pèse et ça a pesé dans la politique étrangère et militaire française. Et vous avez parlé de lobby. Est-ce que vous avez vu à l'œuvre des lobbies des grandes entreprises, par exemple, dans ce domaine? Moi, j'ai vu à l'œuvre des lobbies. Parfois même, je les ai soutenus, parce que c'était l'entreprise France. J'ai vu à l'œuvre des grandes entreprises présentes en Afrique. Excusez-moi de citer ce nom, mais c'était le monde d'hier. C'était Bolloré Afrique. C'était le Bolloré des ports, des aéroports, des infrastructures, qui était un atout français, que parfois j'emmenais dans mes bagages quand je me déplaçais, parce que c'était l'entreprise France, quoi. Bon, il n'y est plus, hein, ils ont tout abandonné, malheureusement d'ailleurs. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, des lobbies au sens un peu... Bah non, ils venaient pas me voir parce que ils avaient considéré que j'étais pas la bonne personne, quoi. Donc ça, au moins, au moins vous n'êtes pas embêté, quoi, quand vous poussez un coup de gueule à un moment donné. Alors, ce qui ne veut pas dire non plus que je voulais passer pour le naïf de service. L'uranium, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple parce qu'en plus, j'ai été confronté. J'étais confronté. Alors, on a raconté beaucoup de choses sur l'uranium au Niger. En fait, c'est un uranium cher. C'est un uranium dont on peut se passer. Mais c'est un uranium. Et l'uranium, c'est quand même assez rare. On y est. Donc, il n'est pas non plus cher au point qu'il faille fermer. La France, quand elle y était, avait également, était également à l'écoute d'un certain nombre d'attentes sur le plan social, etc. N'était pas, comment dirais-je, hermétique à la dimension environnementale et était dans un contexte politique difficile parce que les chefs d'État de l'époque étaient constamment dans la surenchère pour avoir, je ne sais pas où ils allaient d'ailleurs, enfin, bon, sûrement au bonheur du pays et de ses habitants, pour avoir la redevance la meilleure possible. Je me souviens une fois d'avoir été dans une négociation à Paris, entre Paris et la Corse, avec la ministre des Affaires étrangères nigérienne de l'époque, une femme de qualité, Anne Lauvergeon, grande personnalité française et une femme de très grande valeur, qui était la patronne à l'époque d'Areva, donc de l'uranium, et pour renégocier l'accord. Et ça s'était assez bien passé, on avait fait les concessions qui allaient bien, et ensuite je suis parti au Niger, rencontrer le président Tandja, qui était le président de l'époque. Je crois que j'ai rarement été autant engueulé de ma vie, quoi. J'ai pris une aouanée dans son bureau, enfin, au titre de la France, quoi. Et bon, il a été renversé ensuite, mais je n'y étais pour rien. Moi, je récuse l'idée, je pense aussi au Mali, que nous, Français, aujourd'hui, en tant que pays, je ne dis pas qu'il n'y a pas... il y a des affairistes partout, il y a des gens... mais en tant que pays, sommes dans un agenda caché d'exploitation et de surexploitation du sol et du sous-sol. Tous les grands pays du monde ne peuvent pas en dire autant. Vous avez cité l'exemple du Congo, qui est... Ah, j'ai oublié de citer la Belgique tout à l'heure. Oui, c'est ça. Gros oubli, parce que gros pays, où là, les terres rares et les minéraux, notamment d'ailleurs, comme par hasard dans la région du Kivu, sont très très convoités, y compris, et parfois par tout moyen, par des géants comme la Chine. Et là, on ne peut pas imaginer que ça n'est pas une dimension géopolitique. Et même, je dirais, dans la guerre sans fin entre le Congo
RDC, Kinshasa et le Rwanda de Kagame, il y a aussi l'accusation faite, en tout cas par les Congolais à Kagame, qu'il déstabilise cette région au prix des massacres que vous savez, pour avoir lui aussi un retour, à travers milices et autres, de cette exploitation, qui naturellement revêt pour le Congo aussi une importance, mais le Congo est un pays un grand pays un peu compliqué, et où parfois ils n'ont pas toujours, notamment dans ces régions éloignées, les moyens de leurs ambitions, à commencer par celle de la paix. Et où certains grands acteurs extérieurs que j'ai cités, comme la Chine ou autres, n'ont pas forcément intérêt à ce que tout ça se régule. Ça a un petit côté Far West, avec aussi en plus cruel, quoi. Donc là, oui, il y a une dimension effectivement géopolitique. Au Niger, il y a un certain discours anti-français, extrêmement mensonger, et qui utilise aussi... D'ailleurs, on est parti. On est parti, et pour nous, c'est pas un drame. Bon, affaire à suivre. Est-ce que je vous ai répondu? Oui, je ferais juste remarquer pour... Je n'ai pas parlé du Maroc, mais on va pas passer la nuit. On est parti, et puis on va au Kazakhstan. Oui, ben, attendez, je ne suis pas en train de dire que on ne cherche plus à acheter de l'uranium, là où il y en a. Je ne suis pas en train de vous dire ça. D'accord? Là, on parlait de l'Afrique, et vous avez raison. Il y a un certain nombre de biens mondiaux sur des questions sensibles qui mériteraient une régulation mondiale. Vaste sujet, hein. Un jour, on y arrivera, comme dans Star Wars. Mais on n'y est pas encore. Merci Jean-Marie Bockel, merci Yolande Badevec d'avoir accepté de venir animer, présenter cette conférence.